Bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième séminaire d'apport de connaissances de base pour le challenge. Donc, le premier vous a emmené avec Alexandre Chapoutot sur l'ingénierie système, sur des bases d'ingénierie système. Le deuxième, avec Dominique Blouin, vous a emmené sur le MBSE. Alors, avec des notions génériques, et vous allez voir que sur ce troisième webinaire, eh bien, Gauthier Fanmy, lui, de son côté, va expliquer quel langage on a utilisé, et quel référentiel on a utilisé et comment on a abouti justement au produit que vous allez avoir entre les mains. Puisque je vous rappelle que comme on l'a annoncé sur la plateforme, à la suite de ce webinaire, c'est-à-dire en début d'après-midi, vous allez recevoir par mail la procédure d'installation de Katia System of System Architect, donc le logiciel que vous allez utiliser. Vous allez recevoir le modèle MBSE que vous pourrez ouvrir sous Katia, bien évidemment, sous Katia Magic. Et puis, vous recevrez aussi le guide qu'ont établi les différents partenaires de la chaire ASC, le guide de modélisation d'un système de défense dont Gauthier a été la cheville ouvrière. Et donc, je pense que vous retrouverez des éléments à travers ce qu'il va vous dire. Je vais tout de suite lui laisser la parole et puis nous emmener du côté de Katia Magic. Gauthier, à toi. Donc, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. C'est parfait, on voit tout. Voilà, donc vous avez mes coordonnées sur les planches. Et puis, de toute façon, je suis joignable aussi au travers de la plateforme du challenge. Bon, juste pour me présenter rapidement, donc chez Dassault Systèmes, je suis expert en MBSE. Je travaille aussi sur les jumeaux numériques pour aider nos clients à comprendre et aussi implémenter des jumeaux numériques. Voilà, donc je viens de l'industrie, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années dans le monde de la défense, dans l'automobile. J'ai également fait du conseil dans différentes industries. Et puis voilà, je suis membre actif de l'AFIS et de l'INCOSI, donc des associations françaises et internationales sur l'ingénierie système. Et puis également membre de plusieurs organisations de standardisation, et donc je vous parlerai de l'OMG. Donc l'objectif de cette présentation, donc je vais revenir sur les deux premiers webinaires de Alexandre et de Dominique, juste pour recontextualiser ce qui a été dit. Donc je vais vous parler des langages UFML et SysML. Et puis je vais vous faire un overview de Katia Magic. Avec une démo live, on va créer voilà, des différents diagrammes dans le Katia Magic, des données et des diagrammes. Donc sur le premier point, donc je voulais attirer votre attention parce que c'est vrai que ce sont je dirais des incompréhensions souvent, comment dire, qu'on rencontre souvent. Donc en fait, on distingue donc les systèmes et les systèmes de systèmes. Donc Alexandre, vous avez beaucoup parlé de systèmes. Dans le challenge, on va adresser les systèmes de systèmes. Donc, pour faire la différence, donc en fait, un système, il peut être décomposé. Un système est constitué, bon, par exemple, un avion. Un avion, il est composé d'un fuselage, d'un moteur, d'un système de navigation. Donc, on peut avoir des notions de système sous-système, d'accord? Et puis, à un moment donné, les systèmes, les sous-systèmes ou sous-systèmes se décomposent en composants. C'est ce qu'on appelle ici dans l'ISO 15288, qui est un standard de référence des systèmes éléments, ce que vous voyez à droite. À la différence, un système de système, en fait, c'est des systèmes qui sont connectés entre eux, qui sont pas faits au départ pour fonctionner ensemble. Alors, vous prenez un système, un avion par exemple, les différents éléments de l'avion sont conçus pour fonctionner ensemble. Ici, dans un système de système, on va prendre des systèmes indépendants ou des systèmes en évolution ou des systèmes futurs et on va les mettre en relation pour concevoir un système de système. D'accord? Et on dit toujours que un système est plus large que ses éléments parce qu'on fait donc il y a une partie émergente, des comportements émergents qui vont être issus de l'interaction de ces systèmes. D'accord? Donc le point important, c'est que les systèmes dans un système de systèmes sont indépendants
et ils ont pas besoin, ils ont leur propre moyen de décision. D'accord? Voilà. Et donc vous avez un exemple qui vient de Linkozy System Engineering Handbook, qui est sur un système de transport aérien qui interagit avec un système de ticketing, de traffic control, qui est lui-même dans un autre système de système qui est un système de transport. Voilà. Et donc ce qui est quand même assez différent, c'est que un système de système, bah, ça implique plusieurs organisations. Par exemple, vous prenez un système de mobilité, d'accord? Il va inclure bien sûr des fournisseurs de voitures, peut-être des villes, peut-être des organisations qui gèrent des parkings, d'autres qui vont gérer des bandes de recharge. Voilà, donc, et puis par contre, un système, ben, c'est souvent sous la responsabilité, ça inclut plusieurs organisations, mais sous la responsabilité d'un chef d'orchestre qui est le système. Voilà, donc une petite planche, un petit quiz sur bah, ce que c'est un système de système. Donc la question, est-ce que je suis un système ou un système de système? D'accord? Donc par exemple, j'ai un contrôle système, un système de perception, un système digestif, voilà, différents systèmes. Et bah, en fait, la réalité, c'est que je suis un système. Je ne suis pas un système de système parce que vous enlevez mon système digestif. Bah, mon système digestif, il pourra pas fonctionner indépendamment de moi. Donc, le système digestif, c'est un sous-système je dirais, c'est un de mes sous-systèmes. D'accord. Donc, je ne suis pas un système de système. Donc, pourquoi la chair? Pourquoi on parle de système de système? Donc, vous le voyez à gauche, hein, à gauche, avant, on était plutôt monosystème, c'est-à-dire que on menait des missions opérationnelles à partir de systèmes, d'accord, de systèmes produits. Donc, ça impliquait bien sûr des interfaces avec d'autres systèmes, mais voilà, on était, je dirais, plutôt monoproduit. Et donc l'évolution des menaces, l'évolution des missions, l'évolution des technologies font que maintenant il faut aller beaucoup plus vite pour s'adapter, je dirais, aux différentes menaces. Et c'est vrai que on est aussi dans des contextes où il faut, je dirais, pas travailler seulement au niveau national, mais au niveau international. Et aussi avec des systèmes qui mixent bah, les différents vecteurs des armées, hein, donc tout ce qui est maritime, terre, air, espace, etc. Et donc, bah, si avant les méthodes, je dirais, dites papier, d'accord, où on écrivait des documents, alors avec des outils ou pas, mais si on écrivait des documents, bah, ces méthodes ne sont plus adaptées. Et donc c'est pour ça que on propose bah, dans ce challenge, et c'est ce qui est proposé aussi au niveau de l'industrie, dans les différentes organisations qui participent au challenge, hein, comme KNDS, DGA, Naval Group. Donc l'idée, c'est de dire, bah, on va utiliser je dirais des modèles. Donc on va avoir des approches de modélisation et de simulation. Donc c'est là où on parle d'analyse, hein. On va pouvoir très tôt définir le comportement des systèmes avant même qu'ils soient réalisés, de manière à comprendre le comportement du système slash système de système, et donc afin de gérer, euh, définir, spécifier correctement ces systèmes qu'on va acquérir. Donc l'idée du MBSE, bah, c'est comme pour le cas d'il y a quelques années, d'accord? Bah, on passe de la planche à dessin vers des solutions digitales. Donc l'avantage, c'est que euh, sur du digital, ben, on va utiliser des langages de modélisation. Langage de modélisation, donc on va parler de UF, Unified Architecture Framework, UFML, ML pour Modeling Language. Donc vous avez l'équivalent au niveau système, SysML, System Modeling Language. Donc on va utiliser des langages communs de manière déjà à être plus précis
Et puis, on va utiliser les modèles justement pour modéliser et simuler les systèmes, pour prédire, pour définir et prédire le comportement de ces systèmes. Voilà, donc c'est l'idée du MBSE. On va faire des modèles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des diagrammes, d'accord? Donc c'est bien, et ça je vais vous le montrer dans les démonstrations. On fait pas des dessins, on fait pas, voilà, c'est pas une planche à dessin électronique. On fait un modèle, c'est-à-dire qu'on a une référence avec des objets qu'on va mettre dans des vues qui sont des diagrammes, d'accord? Donc ces techniques, ça s'applique sur l'ensemble du cycle de vie. On peut les appliquer à un produit, mais on peut les appliquer à des systèmes de production, à des systèmes de training, à des organisations, etc., etc. D'accord. Voilà, donc on va parler essentiellement de UF, Unified Architecture Framework. Donc ça s'appelle des cadres d'architecture. Donc on parle également d'enterprise architecture, donc entreprise pas au sens organisation, mais au sens de ce que l'on entreprend, d'accord? Donc ça peut prendre différents périmètres. Et donc UAF est issu de plusieurs standards. Donc vous avez les standards OTAN, hein, les NAF, NAF 3.1, NAF 4. Vous avez les standards du DoD, donc comme le DODAF, donc c'est Department of Defense Architecture Framework. Et puis, nous, dans l'autre challenge, on va utiliser le standard UF.UF 1.2, d'accord, euh, dont vous avez la grille ici, d'accord. Donc, ce framework, il fait partie, il était aussi également référencé dans une norme ISO. Et nous supportons Dassault Systèmes ce standard à 100%, donc dans la solution qui s'appelle Katia Magic, et en particulier dans la solution Magic System of System Architect. Voilà, on a un des rares éditeurs à implémenter 100%, on n'est pas les seuls, mais un des rares éditeurs à vraiment implémenter 100% du standard. Donc, et puis on lead aussi donc le développement du standard à l'OMG, qui est l'organisation qui développe ce standard. Voilà, donc on a utilisé UF 1.2 pour des raisons pratiques, c'est que le standard UF 1.3 sortira cette année, donc il n'était pas encore disponible. Par contre, on l'utilisera l'an prochain pour le challenge. Donc vous voyez le détail de l'UF 1.2, donc il faut voir ça un peu comme le tableau périodique des éléments. On n'utilise jamais tout dans le tableau périodique. On va aller choisir ce qui nous intéresse. Et là, vous avez en rouge et en ocre les éléments qu'on a choisis. Donc, vous avez la couche stratégique qui adresse le pourquoi, d'accord? Donc, c'est là où on va définir les capacités attendues, la vision. Donc, c'est voilà, tout le pourquoi d'une mission. Sur la partie opérationnelle, on définit le quoi. Donc, on va décrire notamment les missions opérationnelles et les contextes. Et puis, sur la partie personnel et ressources, donc personnel, on parle d'organisation, et ressources, on parle de système, de logiciel. Donc, ça décrit le comment. Donc, en fait, on va décrire des architectures de solutions qui vont mixer des aspects personnels et ressources, qui vont permettre de répondre aux aspects opérationnels pour adresser les capacités attendues. Voilà. Et puis la partie projet, c'est le quand, c'est-à-dire qu'on va planifier ici les différentes solutions pour adresser les capacités. Donc ça, c'est pas adressé dans le challenge, mais ça me semblait important de vous le montrer, de vous l'indiquer. Voilà, donc on va voir aujourd'hui un outil, c'est Magic System of System Architect, et ce qu'on appelle un plugin. Donc c'est quelque chose qui vient se rajouter sur Magic System of System Architect, qui est Magic Model Analyst, qui permet de simuler les modèles qui sont je dirais, modélisés dans les solutions d'architecture. Donc voilà donc les éléments enfin du training donc sur Katia Magic.
Donc, on va voir successivement l'interface en manière générale. Et puis, progressivement, on va définir des packages, on va définir des objets au travers de taxonomie. On va les mettre dans des structures. On va modéliser les processus. Et puis après, on va faire des diagrammes d'architecture, donc qui s'appellent des diagrammes de connectivité. Voilà. Donc, Getia Magic. Donc, voilà l'écran d'accueil. Euh, vous pouvez accéder directement, vous avez accès directement à des exemples, d'accord? Donc, ça peut être utile si vous voulez voir, voilà, différents exemples d'implémentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement un projet, et on va créer un projet UAF. Alors, c'est dans l'autre fenêtre, voilà. Donc, on va créer un projet UAF. Donc, on va appeler ça webinaire. Voilà. Et donc, vous voyez, tout de suite, on va proposer dans l'outil ce qu'on appelle les différents packages de l'ensemble de la grille. Donc là, on va juste sélectionner ce qui va nous intéresser, mais je vous rassure, on va pas tout utiliser. Hein, on va essentiellement utiliser la partie ressources. Donc là, on crée directement les packages avec l'ensemble des possibilités des types de packages. D'accord? Donc un package, en fait, ça sert à organiser le travail. Et ce qui est important, c'est que quand on va créer des objets, c'est tout de suite d'organiser les choses les objets dans des packages parce qu'on va créer beaucoup de données. D'accord? Donc l'interface se présente comme ça. Donc je vais peut-être le réinitialiser euh, les, euh, les fenêtres. D'accord? Et donc ce que vous avez à gauche ici, c'est ce qu'on appelle le containment tree. Donc c'est le modèle. Donc je vais parler de la différence entre modèle et image et diagramme, d'accord? Donc ici on a le modèle, c'est-à-dire les objets avec l'ensemble des relations entre les objets. Et dans le panneau central, on verra quand on va créer des diagrammes. Ben, au niveau du panneau central, on va voir les diagrammes avec différents menus pour créer les objets, d'accord? Et donc un diagramme ou une vue, ça représente un sous-ensemble du modèle. D'accord? Donc, c'est les éléments qu'on veut représenter par rapport à notre intérêt. Et donc, il faut bien avoir conscience qu'on ne représente jamais tout dans un diagramme. Et voilà. D'accord? Donc, je vous propose un petit exercice. On va commencer. Alors, je vais tout simplement effacer ici les packages. D'accord? On va partir de rien. Je vais aussi effacer les ressources auxiliaires, d'accord? Les vues auxiliaires, donc c'est des projets liés. Et on va commencer par créer des objets, donc on va les placer dans ce qu'on appelle des taxonomies, d'accord? Donc quand vous faites un clic droit, vous voyez, vous pouvez créer des éléments ou des diagrammes. Donc là, on va commencer par créer un package. Donc je vais faire créer élément. Et vous voyez, je pouvais créer des tas d'objets sous ce package qui est ressources, d'accord? Alors, un truc qui est assez simple, c'est de commencer à taper. Vous voyez, vous pouvez taper donc le nom et ça permet, je dirais, d'aller chercher tout de suite par raccourci les éléments. D'accord? Donc là, je vais créer un package qui s'appelle ressources taxonomie. Alors vous pouvez le recréer, comment dire, le renommer, d'accord? Donc soit par double clic. Alors ça s'ouvre dans l'autre fenêtre. Donc oui, voilà. Ou vous pouvez le faire par F2. Voilà. D'accord? Et donc, on va créer ici, maintenant, un diagramme sous ce package taxonomie. Donc, créer des diagrammes. Alors, vous avez aussi tout, à chaque fois, les raccourcis qui sont très pratiques. Hein. Si vous avez l'habitude, ça permet d'aller plus vite. Donc, on va créer un diagramme et vous voyez, là, j'ai sous ce package taxonomie, on propose différents diagrammes, donc comme des ressources taxonomie, une table, d'accord, qui va lister en fait les objets.
et puis des matrices, et puis une table générique, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous le montrer ici. Je mets sur alors, vous voyez, quand vous double-cliquez sur le package, vous avez le nom de l'objet, le type d'objet, ressources. Ici, vous voyez, je clique sur taxonomie et ressources taxonomie. Donc, le standard, en fait, UF, type, type les objets. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand vous créez un diagramme, vous voyez, je suis sous ressources, je peux créer tous les diagrammes. Alors que dans taxonomie, je peux créer juste quelques diagrammes. D'accord? Donc ça, c'est défini dans le standard. On ne peut créer que certains types de diagrammes dans un package. Par contre, vous pouvez aussi très bien créer un diagramme, euh, par exemple taxonomie ici, et le déplacer dans un autre package. D'accord? Voilà, donc pareil, vous pouvez le renommer, d'accord? Donc ce que vous voyez ici, c'est que bah, vous avez différents objets que vous pouvez créer dans ce diagramme. Alors vous pouvez aussi le faire ici au niveau de Create Element, d'accord? Vous avez également cette liste. Donc là, on va faire quelque chose de tout simple. Là, on va créer juste deux ou trois objets. Donc là, je vais dire par exemple, on a un drone, c'est un objet système, d'accord? Je vais dire on a un contrôleur. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que dans personnel, on va aussi créer, parce que là, je vous ai dit qu'on décrit les organisations, on va créer un élément. Vous voyez, je crée directement ici à partir du containment tree. On va créer donc un poste, d'accord, qui s'appelle un pilote. Voilà. Et ce pilote, je peux le mettre ici. Alors, idéalement, bah, je vais créer un diagramme qui s'appelle personnel taxonomie, dans lequel je vais mettre le pilote. D'accord? Voilà, donc taxonomie, ça permet de lister les objets d'intérêt. Donc maintenant, on va définir comment organiser ces objets, d'accord, dans des structures. Et donc, on va toujours créer un package pour organiser, d'accord. Donc là, je vais créer un package qui s'appelle ressources structure. Donc je vous montre là sur la partie ressources, hein, mais vous avez la même chose au niveau opérationnel et la même chose au niveau stratégique. D'accord? C'est les mêmes principes pardon, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Donc là, on va créer une structure et donc je vais créer un diagramme qui est un ressource structure. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre mes deux objets là. Donc je fais un shift-click, je vais drag and dropper donc dans mon diagramme. Et puis, je prends aussi mon pilote. Voilà. D'accord? Voilà. Et donc, là, ce que je vais dire, c'est que bah, alors, il y a des notions, des concepts. Donc, ressources architecture. Donc, en général, on met des éléments de même type, d'accord, dans une ressource architecture, comme des systèmes. Et les capability configuration, on met des éléments hétérogènes du style personnel et ressources. D'accord? Donc on va utiliser ça. Et là, je vais appeler ça mon système de drone. D'accord? Et donc, je vais dire de quoi est composé mon système de drone. Ben, je vais dire mon système de drone est composé alors, vous avez les compositions directes ou agrégées. Donc, direct, c'est-à-dire qu'il fait partie du drone. Et agrégé, c'est-à-dire que euh, on fait appel à des éléments extérieurs qui sont utilisés. D'accord? Donc là, je dis par exemple, bah, mon pilote, il fait en fait partie bah, d'autre chose qui est une organisation. Donc vous voyez, donc je pourrais très bien dire, j'ai une organisation qui s'appelle l'ENAC, d'accord, et qui comprend ici un pilote, d'accord. Donc et vous voyez cette relation de composition que j'ai faite avec l'ENAC, elle n'est pas visible dans une diagramme de structure, mais je peux l'afficher. Je peux
dire, bah, affiche-moi les éléments associés. Et donc là, alors je peux faire les deux parce que j'ai qu'un lien, mais je vais faire celui-là. Et vous voyez, j'ai l'information dans le modèle de l'ENAC, le pilote est dans l'ENAC. Donc qu'est-ce que ça fait, ce diagramme de structure? En fait, ça crée ce qu'on appelle des usages, des instances. Hein. Donc on va réarranger tout ça. Alors vous avez quelque chose de très pratique. Bon, je suis pas obligé de tout sectionner. C'est réarranger les arbres. D'accord? Vous avez ici différentes manières de réarranger les diagrammes. Donc ce truc-là, ça crée ce qu'on appelle des usages ou des instances. Et ces usages sont au bout de la flèche. D'accord? Donc si vous faites Edit Name, j'ai fait un clic droit sur le bout de la flèche, Edit Name, c'est écrit le nom de l'usage. D'accord? Donc en général, on met un abrégé, d'accord? Parce que après, ça, dans des diagrammes d'architecture, ça apparaît de manière, si on double la longueur du texte, voilà, ça peut être très long, d'accord, en niveau place, d'accord. Donc drone. Alors on peut dire, là je prends le même nom, mais je peux dire drone, je peux dire drone de surveillance. Hein. Donc on peut définir en fait l'usage du drone, d'accord. Et puis là, on va laisser pilote. D'accord? Voilà, donc j'ai les mêmes choses au niveau ENA. D'accord. Donc je suis pas obligé d'afficher ça. D'accord. On n'est pas obligé d'afficher tout d'un tout. Donc j'ai fait supprimer, j'ai supprimé du diagramme, mais je n'ai pas supprimé du, du modèle. Je vais faire un CTRL Z. C'est jamais grave si vous vous trompez, vous faites un CTRL Z, ça revient. Et là, si je fais un CTRL D, vous voyez, ça le supprime du modèle à gauche. D'accord? Donc je vais faire un CTRL Z. Voilà, donc là, on a créé un diagramme de structure. Donc on a dit de quoi est composée ma solution drone. Elle est composée donc d'un pilote qui fait partie d'une organisation qui s'appelle ENAC et d'un système technique. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une chaîne fonctionnelle, donc un process flow en anglais, ou un flux de processus qui va décrire que font chacun de ces éléments dans le cadre de cette architecture. D'accord. Donc on va créer un package de processus, donc c'est ressources processes, et on va créer un diagramme de process flow. D'accord? Alors, celui-ci, ressources process flow, c'est basé sur des BPMN, d'accord? Donc c'est inclus dans l'outil, mais vous ne pouvez pas le simuler. Et processes, ça sert à faire des structures de fonctions. Voilà. Donc, en général, on utilise plutôt ressources process flow et de manière à permettre gérer de la simulation. D'accord. Voilà. Et donc, vous voyez, ça a créé directement une fonction avec un diagramme. D'accord. Et donc, je vais le renommer. Je vais nommer ça navigation. Voilà. D'accord. Ça crée le diagramme associé à la fonction navigation. Donc, ce qui est communément admis, c'est alors on peut faire du comportement fonctionnel, je dirais sans dire qui fait ces fonctions. Mais en général, on aime quand même dire qui fait ces fonctions. Donc, il y a ce qu'on appelle des swim lanes. Donc là, on va prendre des swim lanes verticales. Et vous voyez, donc j'ai cliqué ici dans le diagramme en ayant sélectionné dans la palette du diagramme les, euh, voilà. Et donc, je peux aller sélectionner. On voit même l'usage de l'ENAC, d'accord? Donc celui-là, on va pas le prendre. Hein. On va prendre les trois usages de ma capability configuration. Et donc, ça me crée ce qu'on appelle des swim lanes ou couloirs de nage. Et vous voyez ici, on voit le nom de l'usage qui référence le nom de l'objet. D'accord? Voilà.
Ok, donc ça c'est important. Parce qu'un même objet peut être dans différentes architectures. Vous voyez, je peux refaire une autre architecture, système drone 2, et je peux avoir le même drone avec un contrôleur différent. Et avec, allez, pardon, avec le même pilote. Voilà, donc là, j'ai deux architectures avec en commun le drone de surveillance. D'accord? Donc là, je rappellerai drone surveillance 2. Voilà, donc vous faites de la réactivation et puis c'est le début, je dirais, des notions d'architecture modulaire. D'accord? Bon, on va se concentrer sur le système de drone A. Donc, on a créé les swim lanes avec les usages des, des systèmes et postes de l'architecture. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer des activités. D'accord? Donc, alors vous voyez, il y a différents objets. Il y a function action, resource action. Ce qu'il faut voir, la différence entre les deux, c'est que resource action, ça crée un objet, mais vous ne pouvez pas le réutiliser. D'accord? Donc le principe de base, c'est de dire on va utiliser des function action. Donc c'est la même chose pour la partie opérationnelle, d'accord? Donc il y a des activités opérationnelles, d'accord? Et donc il faut toujours utiliser celles qui sont réutilisables, d'accord? Et on va voir ce que ça va faire ici. Donc là, je sélectionne ma function action et vous voyez, j'ai cliqué dans la swimlane. Donc en fait, ce que ça me fait, vous voyez, ça me crée une activité vide et un usage de cette activité pour le pilote, d'accord? Donc je vais dire, il va allumer le contrôleur. Voilà, vous voyez, ça m'a créé l'activité avec son usage. Alors là, j'aime bien avoir les trucs à gauche. Vous voyez, je peux utiliser donc les flèches pour changer de place les éléments. Après, vous pouvez créer d'autres swim lanes, hein, c'est-à-dire que vous pouvez recréer dans le même diagramme des swim lanes, faire des trucs verticales, horizontales. Voilà. Ok. Donc en général, on dit bah il y a un point de départ, c'est le nœud initial, et on va créer des control flows, c'est-à-dire que les flux de contrôle, c'est-à-dire que ça décrit les séquences de ces activités. D'accord? Donc on va dire on allume le contrôleur, puis le contrôleur et donc il va euh, initialisation. Voilà, donc on dit on suit cette activité-là. Et puis on va dire démarrage. D'accord. Et puis derrière, on va fournir un compte rendu. D'accord. Et puis là, on va dire informer le pilote, informer de l'état du drone. Bon, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Vous voyez, ça c'est assez facilement. Et là, je vais dire, je m'arrête ici. D'accord? Donc, ce qui est important de voir, c'est que ici, vous voyez, quand je double-clique, ça m'ouvre la fenêtre de spécification de l'objet où vous avez accès à un certain nombre d'informations. Vous voyez ici les liens, d'accord? Et puis, vous avez aussi des relations de traçabilité, d'accord? Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que la traçabilité, en fait, elle est faite au niveau des types. Donc là, je suis sur l'usage.
vous voyez, je clique sur la fonction clic droit, select increment tree, donc je vais l'afficher dans mon diagramme, donc ça c'est très pratique, mais ça me référence pas le type qui est allumer le contrôleur. D'accord? Donc je peux aller faire go to behavior, donc le comportement, ça va m'ouvrir le type associé à cet usage de fonction. Voilà. Et une même fonction, je peux avoir une même fonction, je peux dire, celle-là, elle est également, vous voyez, j'ai un autre usage de cette fonction, je fais un drag and drop du type, dans cette, dans le contexte du drone de surveillance. Donc c'est pour ça que c'est important de créer des functional actions parce que vous pouvez réutiliser des éléments. D'accord? Donc là, je vais faire un CTRL Z pour revenir comme c'était. D'accord? Et donc, si vous ouvrez la spécification ici, double-clic, ben, on peut voir aussi dans les éléments les relations qui sont faites. Donc, vous voyez, j'ai placé la function action dans la swimlane pilote. En fait, ça m'a créé un lien de type is capable to perform entre pilote et le contrôleur. Donc, c'est le pilote qui fait cette fonction. D'accord? Voilà, donc là, je n'ai fait que des control flow. Et donc, j'ai aucun échange d'informations. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des informations. Donc, il y a un package qui s'appelle Resource Information. Donc, je vais déjà créer un package dans lequel je vais créer toutes mes données échangées. D'accord? Donc, vous avez toujours clic droit, Create Element. Et là, vous voyez, je peux créer différentes choses. Donc là, je vais pas créer opérationnel parce que c'est sur la couche opérationnelle. Je vais créer une ressource information. D'accord? Donc là, je vais dire, j'ai une info qui s'appelle on. Donc tout de suite, vous voyez, ça me donne un identifiant. Alors, vous le verrez plus tard. Dans le cadre de la simulation, on va utiliser des signaux et pas des ressources information. Donc là, je vous le montre avec les ressources information. Mais les signaux, ça permet, c'est d'autres objets qui permettent d'utiliser des machines à état pour simuler le comportement des systèmes. D'accord? Voilà, donc on verra ça plus tard lorsque vous aurez commencé à utiliser l'outil. Donc là, on va décrire les informations et je vais les placer dans le diagramme. C'est-à-dire que je vais créer ici ce qu'on appelle des object flow, où je vais commencer à dire, ah ben oui, il y a quelque chose qui s'échange entre les deux. Donc là, j'ai juste la connexion. Alors vous avez deux possibilités. Vous voyez un menu contextuel qui s'est affiché. Soit vous dites, vous cliquez là, vous allez dire quelle information est échangée. D'accord? Et donc là, vous allez chercher l'information on, qui est dans Resource Information. Donc ça, c'est une option. Maintenant, je vais faire CTRL Z, ou vous faites un drag and drop sur la flèche. D'accord? Donc moi, je préfère, bien sûr, la deuxième solution. Donc on va comme ça créer à la volée, hein, init, hein, on va créer tous les object flow. Donc ça va assez rapidement. Euh, donc on décrit comme ça toute la chaîne fonctionnelle avec avec les informations échangées. Donc là c'était démarrage vers on va dire démarrer et compte rendu. Voilà. Alors vous voyez, on décrit ici, alors donc là c'est ce qu'on appelle les pins, d'accord? Donc c'est les ports des fonctions. Et vous avez à chaque fois
quand je fais clic droit, vous voyez, show name. Donc, en général, on enlève le nom parce que ça surcharge un peu le diagramme. Après, vous pouvez les modifier. Hein. Vous pouvez le modifier directement dans le texte, hein, si vous le souhaitez, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors, un truc très pratique, c'est valable pour tout objet. Là, si vous faites Alt-clic sur ici sur le pin, ça vous voyez, ça vous a sélectionné tous les outputs. Et donc maintenant, vous pouvez décocher Show Name. Maintenant, je vais faire Alt-clic sur l'init, sur l'input. Voilà. Et puis, par exemple, aussi, vous pouvez sélectionner toutes les activités. Alt-clic. Voilà. Donc, quelque chose qui est pratique également, vous voyez, j'ai tout sélectionné. Je fais un clic droit et vous avez toujours un menu Symbol Property qui permet de changer l'affichage. Par exemple, je dis, ah ben non, mais j'aime pas cette couleur. Eh ben, je vais plutôt, alors, je vais peut-être mettre un truc criant, je vais mettre ça. D'accord? Voilà, donc ça permet de changer en masse les éléments. D'accord? Voilà, donc là j'ai fait mon diagramme fonctionnel et puis je peux exécuter, hein, simplement. Donc il est quand même de bon ton de dire j'ai mes control flow et puis j'ai mes object flow. D'accord? Parce que vous pouvez avoir des cas où bah, le contrôle il va sur une autre fonction, c'est pas forcément séquentiel. D'accord? Voilà, donc là vous voyez ça prend un peu de place. J'ai cliqué là sur le diagramme, je le déplace. Et puis là, sur le bord, tac, ça remet automatiquement. OK? Voilà, donc là, j'ai créé un diagramme de process flow. Je vais enregistrer mon modèle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un diagramme d'architecture. Parce que l'architecture, elle va permettre de voir quels sont les objets ici et leurs échanges. Donc, je vais créer un diagramme de connectivité. Donc, on va retourner sur la structure. Alors, je vais supprimer de la vue. Alors, vous voyez, je dis non, je veux pas tout, je supprime juste de la vue. Je supprime pas du modèle. Et quand je clique ici sur l'objet de plus niveau, dont je veux décrire l'architecture, vous voyez, donc il y a ce diagramme qui s'affiche, cette palette qui s'affiche, où je peux créer mon diagramme de connectivité. Alors, vous pouvez aussi le créer directement depuis l'objet. Hein. Donc, je vais faire Selecting Containment Tree pour le voir où il est dans le Containment Tree. Et je peux créer aussi un diagramme ici. D'accord? On m'a affiché de l'autre côté. Et voilà. Et vous voyez, ça vous met directement les usages. Ouais, ça m'a créé le diagramme ici et les usages. Donc, en très plein, c'était donc l'agrégation dirigée. Et le pilote, il était référencé sans faisant partie directement de, de l'architecture. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, alors je vous montre une étape manuelle, d'accord, mais vous avez la possibilité de créer ça automatiquement. En général, ce qu'on fait, c'est que on va créer des ports. Par exemple, je vais prendre le pilote. Ici, je vais créer un port. Voilà, je le déplace un peu. Et puis, alors, ce qu'on peut faire, c'est que ici, je vais peut-être afficher mon diagramme d'activité à côté. Donc, clic droit sur l'onglet et je vais le mettre en horizontal. Donc, il apparaît en dessous. C'est quand même beaucoup plus facile pour m'y retrouver. Et on va créer des ressources interface. Donc là, je vais le créer ici. Donc, ça s'appelle des ressources. Euh, c'est pas là, je sais plus où on les. Attendez, j'ai créé un package ressources, d'accord? Ils sont ici, d'accord? Donc, je vais créer un package global qui s'appelle ressources. Et puis, je vais renommer ces ressources interface. Hein. Donc, tout de suite, j'essaie de classer mes éléments parce que euh, voilà, c'est mieux pour s'y retrouver. Et je vais créer un élément qui s'appelle un ressource interface.
D'accord? Donc là, euh, pardon, je vais le renommer, je vais dire, en général, on met un petit i pour dire interface, d'accord? C'est une convention. Et je vais le mettre le nom comme ça, je sais que c'est émis par le pilote, d'accord? Alors, je vais créer un diagramme de taxonomie. Alors, on n'est pas obligé, mais c'est plus facile. Voilà, je l'appelle RI. Je vais mettre le ressource interface là-dedans, mais j'ai toujours pas dit ce qu'il y avait dedans. Et donc, en fait, ici, je vais créer un flow property. Donc, je vais dire c'est du out et aller sélectionner les ressources information. Donc, c'est le on. Drag and drop dessus. D'accord? Voilà. Et donc, cet objet, ce ressource interface, que je vais appliquer sur le port. Ouais, donc, on envoie l'information IPOT qui contient l'information on. Et donc ça va être envoyé à contrôleur qui va faire l'initialisation. Clique ici, je crée la connexion, boum, tac. Voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, il faut dire qu'est-ce qui circule. Alors, vous voyez là, j'ai des choses qui apparaissent quand je sélectionne la connexion. Soit je crée un échange, ou soit je vais en utiliser un. Mais comme j'en avais créé un là, c'est pour ça qu'elle s'affiche deux flèches, je peux aller le sélectionner. Voilà, donc ça c'est une chose importante à savoir, c'est que les deux, quelque part, sont cohérents, sont synchronisés. Vous pouvez définir des échanges ici entre les deux, et après créer votre diagramme de process, ou vice-versa. Alors vous avez une fonction qui permet d'automatiser un peu les choses. Vous voyez, donc j'ai cliqué ici sur, je suis allé vite sur synchronisation entre les comportements et la structure. Et donc, il vous dit, attention, voilà, il faut spécifier les interfaces. Donc là, on va créer les ports. Et il vous dit, il va créer aussi donc les ressources interface. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ben, je vais connecter les éléments. Et ça crée directement les éléments de l'architecture. D'accord. Alors, le truc, c'est que ici, faut aller faire un refactor parce que donc faut les transformer en ressources connector. Voilà, donc c'était un problème dans cette version-là. Et donc là, une fois qu'on a les bons ressources connectors, ben on a affiché les informations. Donc là, c'était init. Et là, c'était compte rendu. OK? Voilà. Donc là, bah, j'ai créé une architecture. Il faut que je confirme le connecteur. C'est pour ça que ça s'affiche comme ça. Voilà. Donc là, j'ai créé mon architecture. Et encore une fois, alt-clic sur les ports, j'enlève le type et j'ai quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Voilà, donc ça c'est la partie, ce que je l'ai montré. Donc création donc de package, création de structure. Ce qui est important, c'est que, alors je vais peut-être vous montrer ça, c'est que les deux sont cohérentes. C'est-à-dire que par exemple, je dis ici dans mon système de drone, alors je vais fermer celui-là. Dans mon système de drone, bah, j'ai peut-être un logiciel, d'accord, software. Je retourne dans mon diagramme de connectivité, mon diagramme d'architecture, clic droit, display, port property. Voilà. Puis, donc, je peux continuer à faire, là, je peux créer mon port. Je peux très bien créer
ma ressource information qui est dit l'état, par exemple, l'état du drone, d'accord? Bah, l'état du drone, il va être dans un ressource interface. Donc là, je vais le créer directement dans l'arbre. Ressource interface. Donc je vais faire donc ah non, bah, c'était ouais, c'est pas grave, j'en crée un iDrone 2. J'en crée un à la main comme ça, qui lui va créer. Je vous montre pas dans l'image, mais j'ai créé un flow property. Voilà, flow property. Je vais dire que c'est du out. Et je vais dire, bah ça c'est fait, l'état il circule là. D'accord? Et donc voilà, je crée mon port. Il est porté par ça, il sort. Tac, je connecte. Je vérifie, vous voyez, ça n'a pas mis le truc, donc je vais le redrag and dropper là. Et là, il faut que je dise is conjugated parce que ça va dans l'autre sens. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai créé mon usage dans mon architecture avec un flow. Alors, faut que je drag and drop l'état. Voilà. Et j'ai pas fait de process flow, mais je peux très bien ajouter dans mon process flow la nouvelle swim lane avec software et créer une nouvelle activité et je vais réutiliser l'interface qui a été définie. Voilà. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer. Je pense qu'on a à peu près tout parcouru. Donc vous avez le guide qui est mis à votre disposition. Donc vous avez les premiers chapitres sur les aspects méthodologiques. Vous avez donc le parcours bah, pour chaque couche stratégique, opérationnelle, personnelle et ressources. Donc vous avez donc les différentes étapes de création des éléments. Et puis vous avez aussi dans le chapitre 5 la dimension outil où on vous explique step by step les actions à faire et les résultats obtenus. Voilà, je suis disponible pour des questions. Bah, merci beaucoup, Gauthier. Alors déjà, première chose, je pense qu'on commence à comprendre la logique de la modélisation objet avec ces conteneurs qui vont contenir les objets qu'on va pouvoir utiliser dans des diagrammes opérationnels, dans des diagrammes d'activité, et avec un outil qui va conserver la cohérence. Et là, à travers l'exemple que tu viens de nous fournir, on a construit un tout petit modèle. Maintenant, je laisse imaginer aux participants au challenge ce que donne, par exemple, la modélisation d'un avion de combat, ce que Mm. donne la modélisation d'une frégate, hein, pour prendre un peu la dimension, mais justement la puissance de ces outils qui permettent du contrôle de cohérence, qui permettent de faire ressortir des oublis, des choses qui sont en contradiction les unes avec les autres, hein. Donc là, on commence à toucher du doigt la puissance de la modélisation quand on fait de l'architecture sur un système de défense. On va vous donner le modèle qui est déjà fait, mais je pense qu'avec les éléments que nous a fournis Gauthier aujourd'hui, déjà, le gros avantage, c'est que vous allez comprendre la logique de ce qui vous est fourni. Et ça, c'est très important, parce que vous comprenez que si on vous avait fourni le modèle comme ça, un peu brut de fonderie, sans ces éléments d'explication, ça peut être quelque chose d'assez impressionnant. Alors on a une question effectivement pour l'instant. On a deux questions en fait. La première c'est est-ce que Katia Magic permet le travail collaboratif et est-ce qu'il y a un système de versionnage intégré lorsqu'on modélise? Je te laisse y répondre. Ouais, alors dans le portfolio là, vous avez deux solutions, d'accord, qui permet justement de faire du collaboratif. Donc la solution, je dirais legacy, donc celle, donc ce que donc Katia Magic, le nom, vous trouverez également sur Internet le nom Cameo ou Magic Draw. Donc on a acheté en 2018 la société No Magic qui possédait donc Cameo Magic Draw et la solution existante s'appelait donc Teamwork Cloud qui était rebrandé Magic Collaboration Studio. Donc c'est un serveur à part pour gérer différentes versions de modèles. Donc on peut faire du branching merging hein, comme en software. Et puis il y a une notion de, on peut référencer des projets avec des autres. D'accord?
Et vous avez une solution intégrée à la plateforme 3D Experience, donc la plateforme 3D Experience, c'est une plateforme collaborative pour intégrer l'ensemble des disciplines qui ingénierie des systèmes, des chefs de projet également, voilà. Donc, c'est-à-dire que là, les modèles sont directement sur la 3D Experience, en lien avec les différents métiers, parce que vous pouvez avoir des métiers mécaniques, électriques et autres. Et pareil, capacité de branching, merging, traçabilité, etc., etc. Alors, dans le cadre de la chaire, euh, il n'a pas pu être mis en place ces versions collaboratives, parce que notamment Magic Collaboration Studio nécessite de mettre en place des serveurs et autres. Voilà, donc ça n'a pas pu être fait dans les temps au niveau de IP Paris. Donc pour l'instant, vous avez une version fichier, c'est-à-dire que une seule version standalone. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas possibilité de travailler sur le même modèle à plusieurs, sauf en ayant plusieurs instants, enfin, plusieurs fichiers, d'avoir des bouts de package, par exemple, ou des bouts d'éléments que vous pouvez rapatrier peut-être dans un modèle commun, référence, tout simplement par copier-coller. D'accord? Donc ça, c'est possible. C'est moins pratique qu'une version serveur, mais vous pouvez déjà aussi faire un peu de travail séparé et avoir peut-être un fichier pour mettre pour référencer les éléments de chacun. Merci Gauthier. Alors effectivement, c'est une réflexion qu'on a eue, hein, bien évidemment, parce que ce sont des modes de travail qu'on connaît aujourd'hui. Euh, pour cette première saison, ce premier lancement du challenge, il va falloir que vous vous mettiez, mais tout comme on l'a fait nous avec Gauthier pour construire directement le modèle, il va falloir que vous mettiez autour de l'outil et puis que vous échangiez et puis que vous le co-construisiez ensemble. C'est une difficulté, je serais tenté d'y voir aussi un avantage. Alors après, il y a peut-être d'autres solutions, c'est-à-dire que vous pouvez faire aussi des fichiers maîtres et des fichiers esclaves. C'est-à-dire qu'on peut référencer, même en fichier local, hein, un fichier avec un fichier. Donc, bon, après, ça dépend comment vous comptez vous organiser. Mais je pense qu'on verra ça au fur et à mesure, avec les séances de questions-réponses, et on adressera tout ça. Alors, on a une deuxième question, mais en fait, à laquelle on a déjà répondu tout à l'heure. Quand est-ce qu'on reçoit le use case et l'accès à Katia? Eh bien, l'accès à Katia et le use case, vous le recevez dans exactement 18 minutes, hein, puisqu'il est 58, même pas 16 minutes, hein. Vous allez recevoir tout à l'heure directement dans vos boîtes mail la procédure d'installation de Katia, donc les fichiers à télécharger et à installer directement sur vos ordinateurs. Vous allez recevoir la méthodologie pour directement ouvrir la licence et puis bien évidemment le modèle. Alors le modèle qui est sur un format qu'utilise Katia Magic, qui est un format MDZIP, et vous l'ouvrez directement à partir de Katia Magic. Donc vous avez tout ça dans un petit peu plus d'un quart d'heure, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui sont en suspens sur ce troisième webinaire. En tout Ou cas, si, vous aurez deux versions de modèle, hein. La première version, qui est une partie plutôt descriptive, hein. Vous avez des architectures, tous les process flows. Et vous aurez une deuxième version plus tard, où vous aurez des modèles des machines à état, avec de la simulation en base de machines à état. et puis juste pour enfoncer le clou, dans le mail que vous allez recevoir tout à l'heure, vous allez voir que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre, on vous propose de se retrouver tous les jeudis midi. Tous les jeudis midi, on se retrouvera avec un certain nombre de mentors sur directement une réunion Zoom, alors qui ne sera pas un format de webinaire, une réunion Zoom où il y aura de l'interaction, vous pourrez poser des questions, etc. Ce qu'on vous propose bien évidemment, c'est
pour préparer au mieux ces réunions du jeudi midi, que vous ayez la capacité à poser les questions ou à énoncer les difficultés que vous avez directement sur la plateforme. Comme ça, nous, on reçoit par mail les informations des questions posées, des interrogations que vous avez, et on peut avoir une réunion d'une heure le jeudi qui est la plus productive possible. Le but de l'opération étant que vous ne soyez pas bloqué, bien évidemment, dans l'utilisation, dans la compréhension du modèle, puisque souvenons-nous que pour la fin de l'année, pour la première livraison en décembre, on ne vous demande pas de nous fournir un modèle Katia Magic modifié. Ça, ce sera pour le mois d'avril. Ce qu'on vous demande pour décembre, c'est simplement un dossier avec du Word, de l'Excel, du PowerPoint, comme vous voulez, peu importe, qui explique la façon dont vous avez compris comment vous pourriez faire évoluer le système de système qu'on vous a fourni, puisque la difficulté, c'est que ce que vous allez recevoir utilise du positionnement GPS, utilise des communications radio, et on vous met dans un contexte dans lequel il n'y en a plus. Et donc, il faut faire une réingénierie du système de système. Donc, avez-vous encore d'autres questions avant qu'on ne termine ce troisième webinaire? Écoutez, je n'en vois pas arriver. Donc, ce que je vous proposais, on est pile poil dans le timing. Évidemment, vous retrouverez ce webinaire directement à partir de la plateforme. Et puis, dans 14 minutes, 13 maintenant, vous avez le package. Et puis, on se revoit donc jeudi prochain pour la première séance de mentoring. Donc, merci à toutes et à tous. Merci infiniment, Gauthier, de nous avoir mis le pied à l'étrier pour rentrer dans Katia Magic. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Voilà.